Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Celui que je reçois est certainement l'une des plus prometteuses de la littérature africaine. À 25 ans à peine, il croule déjà sous des titres et pas des moindres. Il est sénégalais et son premier roman Terre Sainte est non seulement un succès de librairie, mais aussi salué par l'ensemble de la critique internationale. Tous les grands journaux, Le Monde, Le Point, Libération, Le Temps, et j'en passe, ont consacré des papiers dithyrambiques et très élogieux à ce premier roman. Mohamed Mbougassar, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Tout l'honneur est pour moi, merci beaucoup. Alors, vous étiez à Abidjan dans le cadre du prix Ivoire 2015. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vous arrive ? Mieux vaudrait ne pas. Voilà, non, évidemment, je ne me rends pas véritablement compte. J'essaie vraiment de faire face à tout ça avec la meilleure attitude possible, avec le plus de sérénité et d'humilité possible, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas imaginer, ne serait-ce que ce livre pourrait être mis un jour sur une liste de prix. Aujourd'hui, il en a déjà 2, il est sur la liste d'un 3e. Et voilà, donc c'est extrêmement étonnant, surprenant, un peu effrayant aussi, il faut bien le dire. En quoi cela est-il effrayant ? Eh bien, c'est effrayant dans la mesure où ça génère une attente qui peut être négative pour la suite de l'écriture, tout simplement. Les gens m'attendront au tournant. Désormais, c'est naturel aussi, moins indulgents. Leur exigence sera plus forte. Et je serai moi-même, je crois, dans une attente plus forte envers moi-même. Je me mettrai beaucoup plus de pression. Mais ça, ce n'est pas tellement grave. Mais c'est surtout ce que les autres attendent, ce que les autres espèrent, qui est peut-être dangereux. Oui. Alors, on parlait des prix tout à l'heure. Pour ce premier roman, le prix Amadou Kourouma, décerné à Genève, le grand prix du roman métis qui sera décerné dans quelques jours par l'île de la Réunion. Vous êtes là finaliste du prochain prix des 5 continents, un prix de la francophonie. Déjà, il faut rappeler qu'en 2014, pour votre nouvelle La Cale, vous avez reçu le prix Stéphane Hessel, un prix RFI et OIF. Alors moi, comme je vous le disais, j'ai lu avec beaucoup d'appétit ce premier roman, si bien écrit et qui raconte une histoire passionnante. Alors vous avez imaginé la ville de Calep. Dans Calep, on entend à la fois Alep en Syrie, mais ça rappelle aussi le cas de Kidal. Voilà. Oui, au Mali. À l'époque où j'écrivais, le Mali était dans l'actualité. La Syrie également était dans l'actualité. Elle est toujours. D'ailleurs, les deux pays le sont toujours, il faut le remarquer. Et oui, cette ville imaginaire de Calep-là tire à la fois de son nom de Kidal et d'Alep en Syrie. Et d'ailleurs, après, en y réfléchissant un tout petit peu et en me remémorant mes souvenirs de grec, je sais que le mot Kalepos en grec signifie difficile. Donc ça peut même, ce sont les hasards de l'onomastique. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi Terre Sainte? Sainte, ça s'écrit C-E-I-N-T-E. Oui, ça s'écrit C-I-N-T-E et mon projet dans ce titre-là, c'était surtout l'homophonie ou le calembour là ne sont pas tout à fait gratuits. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai voulu également montrer à travers le titre une perversion qui était dans le cœur du projet des intégristes, et en l'occurrence ici des intégristes islamistes. Cette corruption, elle tient au fait que ces intégristes, lorsqu'ils arrivent sur un espace, sur un territoire qu'ils conquièrent et qu'ils ont la prétention de rendre saint, S-A-I-N-T, ce qu'ils arrivent à faire finalement, c'est l'enfermer, c'est le clore, c'est faire en sorte que personne n'y soit heureux. Donc il y a un décalage, vous voyez, entre le projet qui est de ramener une espèce de pureté, de sacralité, et puis le résultat qui est toujours un résultat
extrêmement négatif, tyrannique, voire totalitaire, puisque personne n'y est. Donc ce glissement-là, ce passage entre sainteté et ceinture, était pour moi une façon de montrer un peu, de façon un peu ironique aussi, voilà, ce glissement. Et puis vous ouvrez votre roman sur une scène d'exécution d'un couple adultère. Pourquoi? D'abord, je lis: ils étaient 3 bourreaux pour 2 condamnés. Il fallait s'assurer qu'ils meurent. À côté de ce groupe, Abdelkarim se tenait, le visage baigné par le sang. Le peuple semblait mort. Et pourtant, ses nerfs étaient à vif, sa respiration retenue était anxieuse, excitée, palpable dans ses frémissements. « En joue !» ordonne le géant. Les bourreaux chargèrent et visèrent. Abdelkarim fixa une dernière fois les 2 condamnés. Ils étaient beaux et avaient 20 ans. Feu! 3 détonations retentirent, dont l'écho resta suspendu en l'air, comme une pulvérance de feu. Les jeunes amants étaient tombés sans cri. La fille avait 2 trous rouges dans la poitrine. L'homme avait reçu une balle au milieu du front. Il se tenait par la main. Al-Wakabar lança Abdelkarim, comme si ce cri était une libération. La foule reprit en chœur au milieu des odeurs de poudre et de mort. C'est très fort. Vous nous mettez tout de suite dans un environnement de guerre, je vais dire dans un environnement odieux en fait. Oui, tout à fait odieux, mais c'était simplement pour dire que c'était peut-être là la réalité que vivaient beaucoup de peuples. Il faut bien se dire que là encore, il y a la distance que peut avoir la fiction, etc. Mais il y a des gens qui vivent cela au quotidien, et ce n'est pas tout à fait anodin si j'ai commencé ce livre par cette scène-là, puisque c'est une scène qui est révélatrice. Qui est révélatrice, mais qui est réelle aussi, qui est presque réelle, parce qu'en janvier 2013, elle s'est passée, un couple de jeunes a été lapidé. Il n'a pas été tué, exécuté par le feu, mais il a été lapidé parce qu'ils avaient entretenu des relations jugées adultères par ceux qui occupaient le Nord Mali. Alors, dans votre livre foisonne un tas de personnages, et par la magie de l'écriture, vous nous les rendez très attachants, quand bien même il y en a certains qui sont très odieux, comme Abdelkarim, le fameux capitaine qui fait exécuter tout le monde au nom de la charia. Oui, là, je pense que la notion de personnage est extrêmement importante dans un roman, parce que je crois que c'est ce à quoi finalement les gens s'attachent. Évidemment, on peut s'attacher à l'écriture. Je suis moi-même attaché au style et à ce qui fait la beauté des phrases, etc. Mais je crois que, en fin de compte, on est marqué par un roman parce qu'on reste attaché à des personnages importants. Dans ce livre, c'est ce que j'ai essayé de faire, et je voulais surtout éviter le manichéisme, c'est-à-dire le fait de répartir les protagonistes en 2 camps extrêmement clairement définis, parce que ça facilite le jugement moral, ça nous conforte dans notre position, voilà. Et je crois que dans ces situations-là extrêmes, ce qui se passe, c'est surtout le mélange des sentiments. Personne ne sait plus où il est, personne ne sait plus ce qu'il fait, où sont les repères moraux, qu'est-ce que la morale, qu'est-ce que résister, qu'est-ce que le courage, etc. Et le personnage d'Abdelkarim, c'est la figure de la terreur. C'est la figure de la terreur, mais c'est une figure, je crois, on me l'a souvent dit, qui était parfois attachante, et ça créait un malaise, parce que c'est quelqu'un qu'on a envie de détester, et évidemment. En même temps qu'on aime. Voilà, mais qu'on aime parce qu'il est, finalement, il est ce qu'il est, il est ce qu'il est, et par certains points, il nous ressemble. Il joue bien son rôle. Voilà, il joue bien son rôle. Donc, c'était également pour prévenir contre cette tentation qui consiste à reléguer les intégristes dans un camp de la barbarie absolue. Je crois que c'est une façon un peu trop facile, et que la meilleure façon de combattre ces intégristes-là, c'est de voir un peu ce qui n'a pas marché dans notre humanité, en nous-mêmes. Ce qui a fait que ces gens-là, qui au départ, ou à beaucoup d'égards, nous ressemblaient, ont tourné comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette complexité humaine-là qui est intéressante, je crois. Alors, il y a aussi des personnages, eux, s'attachent à la liberté, à leur liberté. J'ai Idrissa, j'ai Ndeye Dior Camara, une femme adorable. Il y a Aïssata, Sadobo également, et
ce que j'ai encore plus apprécié, c'est ce mélange-là savant que vous faites en alternant la narration d'échanges épistolaires très forts, et ces personnages dont je parle construisent patiemment mais passionnément une résistance face à la terreur par l'écriture, en publiant un journal. Oui, tout à fait. C'est fabuleux. Ben écoutez, je crois qu'en tant que jeune auteur, en tant qu'écrivain, on doit croire d'abord à la force de l'écrit, à la force de ce que l'écriture peut porter comme valeur, comme courage. Comme un acte de résistance. Comme un acte de résistance, c'est vrai. Et il faut se rappeler que dans certaines situations, par exemple pendant l'occupation en France, ce sont les journaux, beaucoup de journaux étaient des journaux de résistance. Je pense notamment au journal Combat, où des gens comme Malraux, Camus, des résistants, des gens qui sont connus comme des résistants, ont écrit. Parce que c'était les journaux où il fallait être, qui étaient là pour défendre la liberté. Voilà. Et pour ma part, c'était tout à fait naturel pour cette raison-là. Et puis l'autre raison, c'est que comme cet espace-là qui est dans le livre est très proche du Mali, et que le Mali a été peut-être en Afrique l'une des premières régions où on a écrit, c'est-à-dire avec Tombouctou au Moyen-Âge, c'est une espèce de pied de nez qui était fait à beaucoup de thèses qui disaient que l'Afrique n'est chorale, qu'il n'y a pas eu d'écriture, etc. L'écriture a permis, au XVIe siècle, même avant, de diffuser la pensée, la culture, etc. Et aujourd'hui, dans ce livre-là, elle permet de résister. Quant aux lettres, je voulais faire en sorte que la narration ne soit pas simplement linéaire, tenu par un narrateur omniscient ou par des focalisations internes, etc. Je voulais aussi diversifier les instances de la narration, et c'est la raison pour laquelle j'ai éclaté comme ça le récit à travers les lettres. Donc les lettres ne sont pas à part dans le livre, parce que dans les lettres, à une meilleure compréhension. Une meilleure compréhension, parce qu'il y a même des événements que l'on apprend simplement dans les lettres. Et moi, ça me rappelle Kavina de Boubacar Boris Diop, qui a utilisé le même style, ou encore dans son tout dernier roman, La dernière nuit du Reich, de Yasmina Khadra. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, et moi, il y a quelque chose qui m'a également sidéré dans votre livre, c'est que vous évoquez des thèmes, je vais dire philosophiques, qui sont très importants au regard de cette actualité récente, ce qu'on a vécu récemment en France ou ce qu'on a vécu récemment encore au Mali. Il y a des thèmes qui reviennent, l'héroïsme, le courage, la solidarité, mais aussi la lâcheté des hommes, et surtout ce besoin, cette quête de liberté. Je veux dire aussi, il y a le mot de résistance dans l'adversité. Alors, vous construisez vos personnages autour de ces thématiques-là, et chacun y joue sa partition. Oui, tout à fait. Il y a des personnages, d'une certaine manière, comme on dit, sont parfois des archétypes. C'est-à-dire que chacun d'eux représente peut-être une façon de voir le monde, de penser le monde. On peut les identifier à cela. Et d'une certaine manière, je reste viscéralement et cérébralement aussi attaché à la notion d'universalisme. Et ces notions-là sont des notions universelles qui rendent compte, en tout cas qui interrogent notre condition humaine, tout simplement, où qu'on soit. Ce sont les mêmes questions qui reviennent: comment être plus libre, comment se défaire de l'angoisse de la mort, comment résister, comment survivre, etc. Ce sont des questions que l'on retrouve un peu partout, et j'ai voulu, dans ce livre-là, apporter ma modeste contribution à cela, et surtout dans des situations, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrêmes, c'est-à-dire des situations où tous les repères sont brouillés. Et je crois que c'est aussi une des tâches de la littérature et du roman, d'oser affronter ce type de questions-là, qu'on ne doit pas simplement laisser à la philosophie. Je crois que la littérature, les deux sont mêlés. Moi, Victor Hugo a écrit un livre qui s'appelle ainsi, Littérature et philosophie mêlées, et je crois que c'est tout à fait ça. Quand aux origines de la littérature, il faut se dire qu'il y avait également de la philosophie. C'était des livres qui pensaient, quand je pense à Don Quichotte, etc. Ce sont des livres qui avaient
sont des romans totaux, c'est-à-dire des romans dans lesquels tous les thèmes sont abordés sur tous les registres, sur tous les plans, etc. Donc dans ce livre-là, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne dis pas que je suis arrivé, mais ce que j'avais en tout cas comme projet de faire. C'est déjà bien d'avoir essayé. Et il y a le rôle décisif qu'ont joué les mamans des victimes dans la résistance. Vous l'avez fait à dessein? Oui, tout à fait, parce que là, comment dire, d'abord quand je prends Aïssata, la maman d'Aïda, c'est que dans leurs conditions de femmes même, je crois qu'elles ont un rôle à jouer, évidemment, parce que il faut bien se rendre compte que les djihadistes, lorsqu'ils arrivent sur un espace, ils ont deux cibles principales. La première, c'est le langage. La deuxième, ce sont les femmes. Et même d'abord, d'ailleurs, je pense que les femmes arrivent même en premier parce qu'ils savent que c'est en les contrôlant, en contrôlant leur corps et leurs pensées qu'ils arrivent à contrôler tout l'espace. C'est-à-dire que la femme, le corps de la femme est un corps politique. C'est-à-dire que c'est un corps qui véhicule des idées avec lesquelles les djihadistes ne sont pas toujours d'accord. Donc, il était important pour moi de faire en sorte que ces femmes-là, du fond de leur douleur même, arrivent à exprimer quelque chose qui puisse être significatif. On ne va pas raconter la fin de votre roman, mais en le refermant, moi je me suis rappelé cette phrase du prince de Jordanie, du prince Hussein de Jordanie. Il dit c'est le combat contre l'extrémisme qui déterminera notre siècle. On sait que déjà, bien avant lui, André Malraux disait le 21e siècle sera religieux. Il a vu juste. Oui, cette phrase d'André Malraux qu'on rappelle souvent. D'ailleurs, je pense qu'elle est apocryphe, la citation, parce qu'on n'a jamais retrouvé clairement où est-ce qu'il l'a dit. Mais en tout cas, le message reste là. Et je crois qu'il a vu juste, évidemment, pour le 21e, mais je pense que beaucoup de siècles ont été religieux avant le 21e siècle. Beaucoup et de celui-ci siècles, l'est encore plus particulièrement. Celui-ci l'est peut-être encore plus particulièrement. Parce que nous le vivons. Parce que nous le vivons. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Et oui, je pars de ce point de vue, je partage. En tout cas, de ce début du 21e siècle, je l'ai déjà dit quelque part et je le redis, je crois que c'est la lutte contre les intégrismes, quels qu'ils soient, qui sera le combat vraiment central. Qu'il faut gagner. Voilà, qu'il faut gagner, sinon ce sont on expose des générations et des générations à un avenir qui sera malheureusement sombre. Alors, là, n'est-on pas entré dans le cercle mortifère de la violence que nous imposent ces extrémistes-là, mais comment on en sort finalement? Écoutez, ça, je pense Est-ce que l'écriture pourrait nous sauver? Je le crois, je suis bien obligé de le croire, sinon je n'aurais pas écrit. Je crois que il y a dans ce problème-là, tout le monde doit jouer sa partition, à toutes les échelles. Autant à l'échelle des États, il y a quelque chose qui doit être fait, autant à l'échelle individuelle. Je crois qu'il y a quelque chose que nous devons, dans notre quotidien, changer. C'est-à-dire que la meilleure façon de résister, c'est de changer soi-même sa façon de vivre et de percevoir l'autre dans sa différence, etc. Parce qu'il faut bien savoir que tout extrémisme, tout intégrisme, tout terrorisme, finalement, naît d'abord vraiment de quelque chose qui a une échelle infinitésimale, très petite, qui est celle de l'individu et de l'intimité, et de sa façon simplement de percevoir les autres qui ne sont pas comme lui. Voilà. Pour provoquer, je dis souvent que chacun de nous porte un terroriste en lui, mais c'est à lui de le réfréner, de le combattre et de faire en sorte que qu'il arrive à vivre avec les autres en toute paix. Pour ma part, j'ai choisi d'écrire. C'est pas simplement pour résister. J'écris d'abord parce que j'aime ça, tout simplement. Mais si l'écriture peut arriver à aider les gens à mieux réfléchir, à mieux comprendre les choses, surtout la réalité, parce que c'est l'un des rôles de l'écriture aussi, je crois que tant mieux. Alors, et puis il y a la question de la radicalisation de tous ces jeunes qu'on voit aujourd'hui, qui ont la haine de l'Occident. Est-ce que ce n'est pas aussi, selon vous, est-ce que c'est la forme la plus aboutie aujourd'hui de leur déshumanisation? Le fait de se radicaliser? Oui. Disons que c'est une déshumanisation en cours. Moi, je pense que les jeunes qui se radicalisent... On peut encore les sauver. On peut encore les sauver. C'est tout à fait possible. Encore faut-il identifier précisément
les problèmes. Et les problèmes, c'est simplement les problèmes d'éducation, sont des problèmes de base. Hein. C'est l'éducation non seulement familiale, mais c'est l'éducation à l'école. Et c'est l'éducation qu'on doit peut-être leur donner par rapport à l'islam. Parce que, pour le cas de l'islam précisément. Parce que je crois que les jeunes qui se radicalisent, mais il y a un vide simplement. Il y a aussi les problèmes liés à la misère. À la misère sociale, voilà. Tout ça, c'est par l'éducation et par des actions du gouvernement, des politiques qu'on doit les combattre. Il faut bien savoir que les jeunes qui se radicalisent essaient toujours de combler un vide. Voilà, un vide que le langage de l'extrémisme arrive à combler très facilement en leur faisant miroiter une espèce de gloire tout à fait morbide. Et c'est là qu'il faut agir. Dans ce vide-là, ne pas laisser le langage de l'État, des États islamiques, etc. s'installer, mais proposer notre propre langage qui soit humaniste, qui soit ouvert, qui soit pluriel et qui permette simplement aux jeunes d'y voir plus clair. Voilà. Est-ce que le Sénégal est à l'abri de l'extrémisme religieux? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aucun pays n'est à l'abri. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques, je crois, du terrorisme aujourd'hui. C'est qu'on le voit, on l'a vu. Aucun pays, désormais, même les plus armés, ceux qui se prétendent être à la pointe, à l'avant-garde des droits de l'homme et tout ce qu'on veut, de la liberté, etc., ou même des armées, de la puissance militaire, etc., tout le monde est attaqué. Je ne vois pas pourquoi le Sénégal, quelle que soit sa tradition soufie ou de paix, etc., pourrait être épargné. Aucun pays n'est épargné. Voilà. Alors, Mohamed Mbougar-Sarr, avant de refermer notre entretien, il y a toujours ce questionnaire à la Proust, hein, à laquelle je soumets mes invités. Ce sont des questions courtes qui appellent à des réponses courtes. Je crains le pire. Alors, ma première question, elle est celle-ci. Comment écrivez-vous? J'écris le plus souvent couché. Voilà. C'est ma réponse. J'écris couché. Pourquoi écrivez-vous? Pour mieux vivre. Et pour qui écrivez-vous? Pour moi-même et des amis et des proches, d'abord. Que représente pour vous la littérature? C'est une compréhension plus fine, plus complexe du réel. Est-ce que ce n'est qu'une passion intellectuelle ou un acte de résistance? On en parlait il y a un instant. Ce sont les deux. Pour ma part, ce sont les deux. Quelle est votre définition de l'écrivain? C'est un paresseux très utile. Votre mot préféré de la langue française? Il varie tous les jours. Aujourd'hui, c'est lequel? On va dire liberté. Liberté. Votre juron préféré? Merde. Croyez-vous en Dieu? Si oui, que lui demandez-vous chaque matin au pied levé? Je demande qu'il agrandisse cette grande bibliothèque qu'est le paradis. Quelle est votre pensée préférée? La mienne. Y a-t-il un livre qui a changé votre vie? Si oui, lequel? Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Je ne pourrais pas les citer. Je ne pourrais pas. Votre auteur préféré? Ça varie aussi. Mais j'ai une passion qui remonte à très loin pour Balzac. Et enfin, votre livre de chevet? Disons, oui, évidemment, les livres de chevet varient tous les jours, chaque nuit. Mais en ce moment, je suis en train de lire Le Guépard de Lampedusa. Voilà tout. Merci à notre invité, Mohamed Mbougar-Sarr. Merci d'avoir honoré de votre présence ce rendez-vous. Merci. Bon retour à Dakar. Merci. Et que vive la littérature. Vive la littérature. Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan.